Il y a un mec, justement, que j'avais rencontré dans des cas psychédéliques qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Se souvenir du futur ». Ouais. Et qui prétend que, justement, alors lui, il prend beaucoup de substances qu'on appelle dans les milieux non plus psychédéliques, mais antéogènes, qui permettent de voir Dieu en soi. En fait, souvent, ça provoque des expériences mystiques. Qu'est-ce que c'est? Tu connais l'étymologie d'antéogène? Théos, comme dans théologie. Ah oui, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, il y a un mec qui est génial, un Américain qui s'appelle Terence McKenna, qui est ethnobotaniste, donc il a étudié les plantes et l'usage des plantes dans les communautés, notamment amérindiennes. Et sa théorie, c'est que les grands singes, les premiers hominidés, quand ils sont sortis des forêts pour aller dans les savanes, ils ont suivi le bétail, ils étaient itinérants, ils étaient nomades, et ils ont commencé, en suivant le bétail, à manger des champignons qui poussent dans les bousses de vache. Et il y a un champignon qui contient de la psilocybine, qui est la molécule psychoactive, et que donc ces grands singes, en mangeant des champignons, ils ont commencé à regarder le ciel. Et sous l'effet de ces substances-là, parce qu'il y a un moment, il y a un saut encore inexpliqué dans l'évolution de l'humanité. Justement. Quel moment? Le passage de l'animal à l'humain, au rituel. Qui serait caractérisé par quoi? Justement, le métaphysique, enterrer ses morts, des rituels. Les religions? C'est pas forcément religion, parce que religion, selon lesquelles religion, je vois plutôt un fait social d'organisation, justement, avec des... Non, mais les bases... Avant ça, encore. Avant la religion. Le mysticisme, quoi. Et le langage, surtout. L'apparition du langage. Commencer à articuler des abstractions, si tu veux. Et la plus grande abstraction, c'est Dieu. Justement, elle est tellement abstraite qu'on ne peut pas la nommer. On ne peut pas vraiment parler. Non. On peut que tourner autour. Et donc, l'effet de ces champignons aurait permis le saut qualitatif de l'animal à l'humain. C'est une théorie qui n'est pas démontrable, évidemment, mais tout comme certains yogis présentent le yoga comme un transhumanisme, en fait, permettre d'aller au-delà de parce que l'être humain tel qu'il est aujourd'hui est pas au bout de son évolution. On peut imaginer que la conscience humaine va encore évoluer et peut-être progresser dans ses capacités. C'est un yogi qui s'appelle Sri Aurobindo qui parle comme ça, du supramental, de l'état de yoga comme justement un état qui est au-dessus de la conscience habituelle. Et certains aujourd'hui, puisque les substances psychédéliques refont une apparition dans le champ de la recherche, puisqu'aux États-Unis ça commence à être autorisé à nouveau, en Israël aussi beaucoup, même en France ça vient, qui est plus considéré juste comme une drogue récréative de hippies drogués dangereux, mais au contraire comme des instruments potentiellement d'expansion de conscience et thérapeutiques. Oui. C'est sûr que comme tout, d'ailleurs, enfin le mot dans la littérature, dans les Upanishads, on parle d'une substance qu'on appelle soma. Il y a l'usage aussi en Inde, ils utilisent le cannabis comme plante pour rentrer en transe et percevoir d'autres champs de la réalité. En fait, c'est comme si on était une antenne de radio et au lieu de capter rire et chanson, tu te mets sur France Musique. Ah. Ou voilà, tu changes ta bande passante en fait. Et ces substances-là, elles nous... Waouh. Ouais. Ce qui est difficile, encore une fois, c'est de faire la part des choses entre ce qui est de l'hallucination et ce qui est de la vision. Comme dans les rêves, tu sais. Parfois, dans nos rêves, on a des messages qui nous éclairent. Et parfois, on a des trucs au contraire où c'est de la pure fantasmagorie, quoi. On fabrique des... Et ça, je sais pas si... Là, c'est pas une intelligence artificielle, c'est vraiment une intelligence biologique, moléculaire,
vivantes, tu vois, ces substances-là. Alors bien sûr, mais elles peuvent être fabriquées en laboratoire, mais justement quand elles sont encore plus naturelles, tu vois, quand elles sont ramassées, cueillies, qu'elles sont... Enfin, c'est... Voilà, je recommande l'usage avec discernement et bien encadré et bien entouré. Comme le yoga, en fait. C'est des outils qui sont très puissants. Est-ce que tu veux raconter ton expérience personnelle avec la psilocybine La psilocybine, je l'ai assez peu consommée. C'est des champignons hallucinogènes. J'en prenais un... J'ai toujours été très prudent, moi. Ou avec une Ce qui m'a le plus... forme de psychédélique. Ce qui a le plus ouvert le champ de conscience, c'est l'ayahuasca. T'as pris de l'ayahuasca ? Oui, à plusieurs reprises. Et... Combien de fois ? Je saurais pas le dire, je pense... Alors... Ces dernières années, avant la naissance de mon fils, ça arrivait peut-être 3 ou 4 fois par an. Sur les 5 dernières années, quelque chose comme ça. C'était dans quel cadre ? La première fois, c'était au Mexique. Même si l'ayahuasca, c'est une tradition amazonienne et pas mexicaine. J'étais en couple avec une fille qui avait un ami qui proposait ça, donc on a fait ça à 2 couples. Et dans la nature, et c'était époustouflant, de beauté, de gratitude, vraiment, mais Tu sais, depuis, je m'habille presque plus jamais en noir. Maintenant, quand j'ai des vêtements noirs, j'ai l'impression que ça colle, ça poisse, tu sais, l'impression d'être... Et j'ose porter des couleurs, j'ose danser, j'ose rire fort, j'ose... Prendre la place ? Ouais, mais sans m'imposer quelque part, comme si j'étais plus attentif à justement ce qui était en circulation et que c'était plus facile de s'y mouvoir. La place, si tu veux, avant, je la prenais aussi un peu comme journaliste, tu sais, il faut y aller, quoi. Ouais, mais la prendre plus naturellement, quoi. Plus naturellement, beaucoup plus naturellement. Après, j'ai séjourné au Pérou, dans un centre où là, il y a un accompagnement autour du yoga aussi. Et dans la forêt amazonienne, avec aussi des groupes de parole pour échanger, pour élaborer un petit peu ce qui s'est dit, ce qui s'est vécu. Et c'était très beau. Et en rentrant à Paris après mon séjour au Pérou, c'était justement, à l'époque, ça devait être le point d'orgue de ma carrière. On avait vendu une émission pour les enfants sur France 4, ça devait être une hebdomadaire. Je devais présenter cette émission, et finalement, l'émission... France 4 choisit une autre boîte de prod. Je me retrouve sans job, sans... Je crois que si, j'avais encore un appart quand même. Et puis j'ai rencontré ma femme qui, elle, avait séjourné au même endroit, et on s'est tout de suite vus, mais comme si on s'était déjà rencontrés. Ça ouvre des dimensions parallèles, c'est fou. Des choses qu'avant, je prenais pour des balivernes, même quand on lit les récits mystiques, ou même quand on voit la peinture abstraite, je sais pas, Juan Miro, ou Kandinsky, ou, tu vois, c'est joli, la couleur. Ou même, tu sais, Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, tu vois, cette peinture hallucinée flamande de la Renaissance. C'est hallucinant. Ce que tu vis te raccroche à tout l'inconscient collectif humain si tes cérémonies sont bien guidées, si tu y arrives propre, avec respect. Moi, c'est vrai que c'est arrivé après un cheminement aussi où je faisais beaucoup vipassana, où j'étais beaucoup en silence, où j'avais déjà fait un travail d'introspection et un travail psychanalytique. Enfin, ça... Ouais, ça ouvre des espaces, vraiment, et ça... Est-ce que tu veux raconter un peu plus les détails de cette première expérience avec l'ayahuasca ? La première expérience, alors évidemment j'avais peur, j'ai eu le cœur qui bat. Quand tu bois la potion, elle est très amère, elle est très Déjà, épaisse. qu'est-ce que c'est le cadre exactement ? Là, c'est une petite hutte qu'on appelle une maloca. Ok, c'est vraiment ce que je m'imagine. Ouais, c'est dans la nature, on entendait les insectes, les grenouilles, on prend ça à la tombée de la nuit plutôt. C'est une plante qui est plutôt nocturne. On l'appelle la grand-mère, on dit que c'est une énergie féminine, l'ayahuasca, la abuelita, c'est l'eau. Quelque chose de très ancien, c'est Prakriti, vraiment, tu vois. C'est la puissance de la phénoménologie.
Le la chaos nature. aussi. Aussi, ouais. Et Quel hémisphère du cerveau? Il me semble que... c'est tout. Hein. C'est tous tes hémisphères, là. C'est transversal Non, mais il me et semble il transcendantal. me semble que ces énergies Purusha et Prakriti, et qui sont aussi... qu'on pourrait un peu assimiler enfin, dans nos termes cerveau gauche, cerveau occidentaux, droit. au chaos et à l'ordre. Ouais, alors je crois que les chercheurs en neurosciences reviennent un peu sur cette, justement, dualité cerveau gauche, cerveau droit. Il y a beaucoup de transversalité et en fait, la substance que contient l'ayahuasca, c'est la DMT, diméthyltryptamine, qui est présente en fait dans tout le monde végétal, mais normalement, quand on l'ingère, on a une enzyme dans l'estomac qui annule l'effet de la DMT dans le sang. La DMT, notre cerveau, il en sécrète naturellement. Mon fils, il est sous DMT en permanence. Quand t'es bébé, l'apprentissage, la structuration du cerveau, au début, et même dans certains états, on sécrète, enfin, notre cerveau, il y a un taux de DMT élevé. Quand on est sous cette influence-là, on a des expériences de synesthésie. Toi qui es musicien, tu dois connaître la note bleue, on parle de chromatique en musique. Quand il y a un poème de Baudelaire qui s'appelle Correspondance, où il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme des hautbois, verts comme les prairies. Ou le fameux poème de Rimbaud aussi sur les voyelles de couleur. En fait, encore une fois, on segmente nos sens. Il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a le toucher, il y a le goût. Mais en fait, tout ça communique en permanence. On est dans un foisonnement. Et ces substances-là permettent vraiment de décloisonner. Donc évidemment, le son crée des visions. Les hippies qui ont consommé du LSD dans les années 60-70, justement tout le rock psychédélique, avec ces images-là de fractales, de mandalas, justement, tu vois, d'ordre chaotique, de fractal, comme le monde, tu vois, comme Prakriti et Purusha qui se rencontrent. Et moi, j'ai vu des apparitions de Shiva. Il y a un truc avant qui était un point de non-retour pour moi dans les conversations un peu perchées qu'on peut avoir dans les cercles yogiques, ou même quand je faisais des micro-trottoirs pour France-Toi, c'était les extraterrestres. Pour moi, c'était, ok, extraterrestre, tu sors du champ de la crédibilité. Depuis cette expérience, je dois dire... C'est que ça revient vachement dans les gens qui prennent des psychédéliques ou qui en ont pris et que ça a changé l'intérêt pour les ovnis et pour les extraterrestres. Ouais. Et tout. Alors après, pour fréquenter ces cercles et les avoir refréquentés après cette première prise, il y a aussi des gens qui sont complètement chez père, quoi, qui délirent et qui prennent leur trip sous ayahuasca pour le monde, tu vois, qui te parlent d'entités, qui se mettent à parler tout ça. Enfin, ça te rend psychotique d'un coup, en fait. Mais... Donc, tu es dans cette petite hutte à la tombée de la nuit. Ouais, je bois cette ça se présente décoction. C'est un liquide qui est très épais, qui est très amer. En fait, c'est un mélange de deux plantes. L'ayahuasca, c'est une liane, et il y a la chacruna, qui est une feuille. En général, alors parfois c'est plus, ça dépend. Les peuples autochtones varient dans leur préparation, mais ce sont le croisement qu'il faut faire pour que le breuvage soit actif dans le cerveau. Donc ça vient désamorcer cette enzyme de l'estomac. C'est pour ça que c'est très indigeste, et c'est pour ça que beaucoup de gens vomissent. Ces vomissements, ils sont aussi d'une manière thérapeutique, je sais pas si c'est de la pensée magique, mais associés à de la purge. Et c'est vrai que quand tu te sens mal, un peu comme si tu bois de l'alcool et que tu as une intoxication à l'éthanol, tu vas dégueuler. Et quand tu vomis, après, tu te sens mieux. Et parfois, quand tu as des idées très sombres, le fait de vomir va te faire te sentir mieux. Et y compris visuellement, tu vas sortir du marasme de l'enfermement. Tu peux tomber dans des puits de solitude et de visions d'insectes qui grouillent, ou de serpents, ou de mâchoires, ou de choses très désagréables. Justement, la voracité, la violence du monde, de la matière, des insectes, de ces bactéries qui sont sur toi en permanence, qui meurent et qui te dévorent. Tu as conscience de ça. Tu te vois mourir aussi. Certains peuples appellent l'ayahuasca la plante de la mort. Tu as une expérience de mort. Tu quittes ton corps, tu quittes ta vie, t'es plus là. Comment ça se déroule chronologiquement une fois que tu as ingéré ce breuvage? Le chrono, c'est plus logique. Il n'y a plus de chronologie. En fait, c'est un roller coaster. Est-ce que ça met du temps à agir? Ça dépend. Alors, quand j'ai bu le premier verre,
le chaman, le maître de cérémonie, m'avait dit, écoute, voilà, on garde un temps en méditation, en silence, en introspection. La plante peut agir ou pas agir. Moi, je vais commencer à chanter quand ça commence à agir chez moi. On n'était pas très nombreux. Encore une fois, on était 2 couples. Moi, j'attends, je médite. J'avais une expérience de méditant, donc j'observe, respiration, battement du cœur, sensations, pensées. Puis je commence à entendre ma copine faire des... Le chaman aussi à faire des... Je commence à vomir autour de moi. Moi, toujours rien. Je fais bon, rien, ok, rien ne se passe. Est-ce que ça t'a fait flipper ou pas? Un peu, et en même temps, je me dis, bon, écoute, je ressens rien, quelque part un peu, tant mieux. Et Andrés, le chaman, propose un 2e verre. Je prends le 2e verre, du coup. Est-ce que c'est... Je m'en rends pas compte. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est... Non, Il y a des que petits toi qui le verres, hein. prends? Je sais plus à l'époque. Non, je pense que la femme du chaman en prend un 2e aussi. On sentait qu'elle avait de l'habitude, l'expérience, et qu'elle aimait bien. D'un coup, en moi, je ressens comme un grand éclat de rire. Souvent, les gens qui prennent cette plante, ils disent que la plante, elle te parle. La plante, elle te parle, elle te donne des conseils. Et là, la plante me dit, ah, t'as voulu voir. Welcome. Et là, un rideau qui s'ouvre. Et c'est parti pour des visions, des expériences, des mémoires d'enfance très enfouies, mais pas des... Un peu comme dans les rêves. Donc très, très... Quand on raconte un rêve, en général, on raconte que l'image qui nous reste du rêve. Mais quand on rêve, c'est beaucoup plus qu'une image. C'est pas une surface. C'est plus qu'une tridimensionnalité. Oui, c'est comme une émotion. C'est une totalité, une scène qui revient. Une expérience de vie, quoi. Totale. Ouais, mais vraiment... Sensorielle. Mais plus que ça. Métasensorielle. Vraiment, c'est... Et ça peut être très beau. Moi, j'ai eu des expériences vraiment de grande beauté. J'ai de la chance. Moi, je souffre pas trop de vomissements, de tristesse, parce que dans certains cercles, tu vois des gens vraiment tomber dans des abîmes, quoi, se mettre à pleurer, ou à gémir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout circule aussi. On a vraiment un accès de transmission de pensée, tu vois. T'as l'impression, tiens, ça m'appartient pas. Et les plantes te parlent. Encore une fois, là, la plante, elle me dit quelque chose. Elle nous dit quelque chose en permanence, mais là, tu reçois le message. T'as quitté Rire et Chanson. T'es sur une fréquence de conscience qui est... moi, je revois justement toutes mes lignées. Je voyais mes ancêtres danser, je voyais mes boursouflures égotiques et mes carences affectives, mais qui étaient matérialisées à la fois, oui, bien sûr visuellement, parce que on est très habile à décrire ce qu'on voit, mais notre ressenti intérieur, on a moins de mots pour flou, ça. Oui. Et un sentiment de gratitude, et de gratitude au carré, tu sais. Merci, mais merci de me faire ressentir ça. Merci d'être vivant, d'avoir la chance de faire une expérience humaine. Et du coup, vraiment, la fin d'une plainte, tu sais. Et à contrario aussi, parfois, des messages j'entendais les baleines nous dire « Arrêtez, au secours, mais arrêtez ce que vous faites !» T'entends le monde vivant qui nous hurle aux oreilles, nous les humains, pour qu'on cesse justement de s'abrutir en se mettant des casques sur les oreilles, en regardant Netflix, en étant dans la techno que ça, quoi. Il y a un sentiment vraiment de communion et c'est très beau. C'est vraiment un extase. Vraiment, enfin, c'est même une enstase, tu sais. Il y a Mircea Eliade qui traduit le samadhi, l'état de conscience totale qui est présenté comme l'achèvement du yoga, de l'état de yoga. Le nirvana, la libération, comme justement un enstase, une extase intérieure, comme dans cette antéogénéité, antéogène. C'est pas dans le dehors que tu trouves ça, c'est en toi. Il y a un conte indien comme ça qui dit que on a caché ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de l'homme,
Et l'homme passe son temps à le chercher dehors, à utiliser ses sens, à explorer, à inventer des trucs, alors que ça se trouve au-dedans. Est-ce que ça existe vraiment, l'extase? Ouais, bien sûr. C'est quoi l'extase? C'est C'est une plénitude provoquée par l'extérieur, alors. Ou extériorisée, est-ce que ça veut dire qu'elle est provoquée par l'extérieur ou qu'elle est extériorisée? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, justement, quand on atteint ces états-là, le dehors, le dedans, c'est pareil, en fait. Ex, in. Non-dualité. Non-dualité, voilà. La boucle est bouclée. Voilà, comme tu sais, l'anneau de Moebius, tu vois. Tu vois cette figure géométrique de l'infini, tu sais, mais qui est une figure impossible. Enfin, Moebius, d'ailleurs, qui s'est beaucoup intéressé au psychédélique, et ça se voit dans son dessin, dans son art. Ouais. Donc après, j'ai continué un petit peu ces expériences-là avec l'ayahuasca. Je suis toujours avec prudence. Je m'y intéresse, en fait, maintenant beaucoup plus, même de manière... justement, j'écoute des podcasts de Terence McKenna ou des podcasts sur ces substances-là. On fait des groupes de parole. C'est quelque chose qui a beaucoup enrichi mon yoga, mon expérience du yoga, ma guidance du yoga, ma perception des corps, ma perception de ce que je prenais avant pour... Ouais, exactement. Ce que tu prenais pour quelque chose de fumeux, comme les énergies. C'est vrai que ça fait que, personnellement, sans être au même point du tout que toi, récemment, depuis récemment, je commence à considérer les énergies comme quelque chose de, pas seulement de viable, mais de tangible, et quelque chose dont, enfin, c'est vrai que jusqu'à très récemment, j'avais un peu cette vision-là, cette façon d'un peu balayer ça d'un revers de main. Les gens qui parlent des énergies, c'est juste de l'ésotérisme, quoi, et ça se raccroche pas à une réalité. Et maintenant, il y a les énergies, en même temps, ça veut tout et rien dire, mais il y a vraiment des flux énergétiques que je vois, que je ressens. Et c'est vrai, parfois dans les cours du yoga, souvent dans mon propre corps, dans ma pratique et dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les relations humaines, dans la nature, des vibrations, l'inter-être, ce qui communique, ce qui l'inter-être, cet espace. C'est ça, c'est quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose là où visuellement il n'y a rien, quoi. C'est super beau d'avoir accès à ça. Et c'est, je pense, le travail qui mérite d'être engagé dans notre vie humaine, ça. Que ce soit à travers l'art, toi la chance que tu as, c'est de te dédier aussi à la musique, ou les arts visuels, ou enfin, même la contemplation, l'oraison, tu sais, même, en fait, le christianisme, il nous enseigne ça aussi, bien sûr, de la communion, l'examen de conscience, l'amour. C'est un autre mot aussi, c'est comme Dieu. Oui. Bah, j'ai l'impression que le mot amour, quand même, il est moins tabou. Ouais. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un absolu. En fait, il y a plein de... Et est-ce qu'il y a une différence entre Dieu et amour aussi? Bah ça, c'est pareil, c'est des absolus. En fait, il n'y a pas de contour à ces notions. Ouais. Donc on peut les faire cohabiter. Mais en tout cas, cette force d'amour aussi dont on parle, tu sais, dans les récits mystiques, l'ayahuasca ouvre à ça aussi. Et même, moi, j'ai vu ma mort comme l'ultime preuve d'amour, justement. La transformation, de se donner, justement, de laisser la place, tu vois. On a reçu tellement, de génération en génération, tout notre patrimoine génétique, toute l'évolution, tout le savoir, tout le langage, la culture, tout ce qu'on a reçu. Il faut le donner après. Et ce qui est pathologique aujourd'hui dans nos sociétés, c'est justement que on produit des choses qui
qui ne meurent pas. Tu sais, la pollution, justement, c'est des choses qui ne sont pas biodégradables, ça ne se dégrade pas. Le cancer, c'est ça aussi. C'est des cellules qui ne meurent plus, qui métastasent, qui font une tumeur, qui se s'encroûtent. solidifie, Ouais. qui reste dans cette forme de prakriti, justement, d'immobilité. Ah, moi, je vois pas prakriti comme quelque chose d'immobile. Oui, mais prakriti sans purusha. Même prakriti sans purusha, pour moi, c'est l'horizontalité, c'est la puissance. Moi, je vois prakriti comme la puissance, purusha comme la conscience. Shiva, justement, le féminin horizontal de puissance, de la nature, de la vie, justement, horizontale, avec justement La cette potentialité aussi. potentialité. Et le plan vertical de... Le mouvement et la lumière. Ouais. Il y a, dans les visions ésotériques, moi je m'intéresse aussi beaucoup à l'alchimie, et d'ailleurs je propose bientôt un séminaire sur l'alchimie et le yoga. Parce que l'alchimie, en fait, le yoga c'est l'alchimie de l'Inde. Nous on a ici à Paris aussi des tas de symboles, on n'est pas loin de la maison de Nicolas Flamel, Oui. sur la cathédrale de Notre-Dame, les bâtisseurs de cathédrales, et en fait les loges, même les francs-maçons aujourd'hui, les Mais c'est vrai que Rosicruciens. le yoga, c'est l'alchimie, en fait. Mais oui, L'immortalité, mais oui. la délivrance du samsara, ce Mais cycle de oui. vie et de mort. Mais oui. Et alors, Mourir aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. ça revient par la tradition indienne, mais on a, nous, dans notre tradition aussi, un yoga, un chemin d'initiation, de transmutation de la matière. L'alchimie, c'est aussi la base de la science. Oui, c'était au départ les protosciences. C'est Ça c'est parti de là, cette curiosité, ce besoin d'expérimenter, de prouver, de révéler la lumière dans la de matière. classifier. Au départ, c'était beaucoup la métallurgie. En fait, il y a deux voies dans l'alchimie. Tu as la voie masculine, qui est la voie des métaux, qui est la voie du feu, où justement, tu sais, la fameuse transmutation du plomb en or. Mais au départ, même au niveau artisanal, dans notre civilisation, extraire les minéraux, en faire quelque chose, c'était de la magie. Sortir de la terre, du fer pour faire des outils, des armes, c'était un outil de puissance, et d'extraire à la matière, justement, quelque chose. La voie féminine, la voie de l'eau, c'est la voie de l'élixir, de trouver la distillation, de révéler dans la matière organique son esprit, son spiritus. Donc on va distiller, on va mettre quelque chose dans un alambic et on va faire des huiles essentielles. À un niveau artisanal, ça nous a accompagnés, effectivement, parce qu'il y avait une magie de ça. On pensait que le monde était animé, que le monde était pensant, que le monde était sexué, que le monde avait une âme, que la matière a une âme et un esprit. En fait, il y a trois choses dans la matière. L'âme tiers, c'est qu'il y a trois choses. Il y a du soufre, du mercure et du sel. Le soufre, c'est l'âme, le mercure, c'est l'esprit, et le sel, c'est le corps. Le travail de l'alchimiste, c'est justement... Le char des Upanishads. Comment ? Le char des Upanishads. Ah oui, en quelque sorte. Oui, ou les trois gunas. Oui. Sattva, oui, les trois gunas. Rajas, Tamas. Tamas, c'est le sel, c'est ce qui fixe, c'est ce qui condense. Rajas, c'est ce qui chauffe, le mouvement. Et Sattva, c'est le subtil. La lumière. Ouais. Donc on a ça aussi. Qui doit dominer les deux autres. Alors, en fait, ils doivent être équilibrés. Les trois sont présents en tout. Et tu as fait référence au Yoga Sutra de Patanjali. Il y a un sutra qui dit que les trois gunas, donc ces trois énergies fondamentales, tamas, inertie, rajas, mouvement, sattva, subtilité, lien entre les deux, sont en permanence déséquilibrés. C'est ce qui crée toute la matière. Tout le monde manifesté. On m'a enseigné en Inde. Lumière pour sattva. Et que sattva doit dominer. Que sattva doit... Oui, que les deux autres doivent être... Peut-être que c'est pas un bon mot, mais en quelque sorte esclaves de sattva. Ou qu'en tout cas, c'est une vie vertueuse et yogique. Et sattvique. Sattvique. Parce qu'on a des penchants naturels vers le tamasique. Mais qui doivent être c'est-à-dire qu'ils doivent être au service de la lumière, quoi. De cette énergie subtile, comme tu dis. Oui, moi j'aime bien justement les voies, comme les voies tantriques, tu sais, où il n'y a pas un délire autour de la pureté, tu vois. Je crois qu'il y a une phrase... Ça peut être culpabilisant et peut-être inaccessible un peu comme vision. Donc, à mon avis, justement, le chemin spirituel, il passe par cesser de se créer une image idéale de soi, tu vois. De ses parents, tu sais, de la vie telle qu'elle pourrait être. Et c'est un peu comme l'objectivité chez les journalistes. De tout ce pourquoi on doit se racheter.
Ouais. Non, vis ta vie, sois médiocre, soit rajasique, soit tamasique, soit... on fait on chie tous les jours, quoi. Et on excrée. On transforme des carottes. Si tu manges des carottes, tu les transformes en corps d'Arthur, et puis une partie qui se déverse. Et c'est la matière première. Pour revenir à notre... Tu sais, il y a dans l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, il parle du kitsch beaucoup, Ouais. de sa vision du kitsch, et ça m'avait beaucoup marqué. Et comme le kitsch, c'est le refus de la merde. C'est le refus de cette matérialité, de cette humanité, de cette animalité qu'on ne veut pas voir. Oui. C'est une sorte de bienséance, quoi. Ouais. Ben c'est sûr que on cache tout ça.